Les syndicats, boulet pour l'économie? Vraiment? Bienvenue dans notre première émission de la CSC Transcom pour la vulgarisation de l'actualité, mais aussi pour répondre aux questions que vous vous posez sur nos réseaux lors de notre vidéo Facebook. Alors, aujourd'hui nous avons choisi une question de Simba Zen qui nous a posé des questions sur le syndicat, le paiement du chômage, le poids politique à le syndicat en Belgique, etc. Et donc, on va tenter aujourd'hui d'y répondre avec Florence Loriot, qui est historienne, et qui va essayer de vous faire comprendre, de nous faire comprendre et nous rappeler ce qu'est le syndicat et à quoi il sert. Alors, Florence, le syndicat, un business? Loin de penser cela. En réalité, les syndicats, ce sont des groupements ouvriers qui se mettent en place dès le 19e siècle, à un moment stratégique où il n'y avait aucun droit pour les travailleurs. Ils étaient complètement fermés juridiquement. Et donc, mettre en place des groupes qui vont pouvoir les soutenir, pour pouvoir les aider par rapport au développement du capitalisme, notamment face à l'industrialisation, c'était aussi une grande première, avec une menace. Qu'est-ce qu'on risquait? Des arrestations, donc des peines de prison, des amendes qui étaient totalement difficilement payables pour les travailleurs qui revendiquaient des droits. Mais parfois, c'était des droits liés, on veut être payé, on veut avoir un salaire. Et donc, cette situation a permis à des groupements du mouvement qui vont donner naissance au mouvement ouvrier à se développer et à essayer d'apporter une réponse. Mais notamment, la grève sera une des seules réponses. Parce que quand on est dans une société dans laquelle on n'a absolument aucun droit, où on est enfermé juridiquement, eh bien, la grève, c'est vraiment la seule chose qui reste pour se défendre. Et donc, il faut un petit peu rappeler cet historique. Oui, mais donc justement, tu parles des grèves. La plus grande chose qui est reprochée, c'est le coût de la grève. La grève coûte très cher. Mais est-ce que c'est vrai? Mais la grève, elle coûte cher à qui finalement? Parce que ceux qui s'opposent à ces mouvements ne sont pas toujours les payeurs. Alors, il y a des statistiques que l'on manipule avec le nombre de jours de grève, qui fait grève, dans quel secteur, et on essaye de faire dire à peu près tout et n'importe quoi, tout et son contraire à ces chiffres. Alors, le coût, mais qui le paye? Alors, on se rend compte aussi que c'est le secteur privé qui a le plus grand nombre de jours de grève par rapport au secteur public, puisque c'est lui qu'on met toujours en avant, notamment en grève des transports en commun. Ça, c'est le secteur sur lequel les gens sont assez impitoyables, mais les grèves existent partout. Alors, il ne faut pas rappeler aussi que quand on fait grève dans un secteur, eh bien, dans l'histoire, ça a démontré aussi une capacité de pouvoir acquérir des droits, mais pour l'ensemble de la population. La semaine passée, il y a eu une commémoration à Roux, justement pour se remémorer les combats qu'il y a eu à ce moment-là et les morts suite à l'intervention de l'armée qui a tiré sur des manifestants et des grévistes. Tu me corriges si je me trompe, mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que les grèves, même s'il y a un coût à court terme, à moyen terme, les acquis sociaux font aussi, ça alimente aussi l'économie pour dire ce qui est gagné par les travailleurs, c'est pas de l'argent qui est thésaurisé, mais c'est de l'argent qui est aussi, ou des conditions de travail qui permettent d'améliorer la vie au quotidien, mais aussi d'améliorer l'économie avec la consommation que permet les avancées sociales. Mais en réalité, justement, on va parler de la consommation. S'il y a cette volonté d'aligner un salaire par rapport à un niveau de vie, c'est justement parce que les travailleurs qui vont gagner cet argent vont aussi le dépenser. Donc il y aura une relance quelque part. Alors si vous avez plus de jours de congé, plus de jours fériés, eh bien quelque part vous allez faire autre chose. Vous allez avoir des activités, vous allez peut-être avoir des loisirs. Donc vous faites rentrer aussi, vous faites tourner le système économique. Donc, alors on parlait de la grève de 1886, mais là effectivement il y a eu 26 ou 27 morts dans les manifestations, mais c'est une grève qui crée la Wallonie, qui va traverser toute la Belgique, mais on dit que la Wallonie est née de la grève parce que quand vous n'avez pas de droit dans la société, vous n'avez pas le droit de vote, ou vous n'avez pas d'obligation scolaire, ou aucune loi ne vous protège en cas d'accident, vous êtes responsable de votre accident de travail, ces manifestations traduisent un ras-le-bol général. Qu'est-ce qui nous reste?
on va manifester, on va dénoncer. De toute façon, on n'a plus que la mort. C'est la dernière chose qui nous reste, c'est mourir au travail. Tu parlais historiquement, les grèves, parce qu'il fallait avoir gagné, parce que les conditions sociales étaient tellement basses qu'il a fallu se battre pour aller les chercher. Aujourd'hui, on pourrait très bien dire, elles sont là, elles sont acquises. Tu dis, ouais, mais il faut continuer à se battre pour ne pas les perdre. Mais une des critiques, c'est, ouais, mais vous vous battez pourquoi, en fait? On se bat pourquoi? Parce que on a des acquis, et ça, tout le monde, une bonne partie de la population en est bien consciente, mais les choses changent. Le système économique change. On a les multinationales qui se développent avec des conditions de travail qui sont pas du tout les mêmes, puisque ce sont des multinationales. Donc, ce qui a changé aujourd'hui, parce que on se demande s'il faut encore se battre pour quelque chose. Oui, il faut se battre, parce que les conditions économiques sont différentes, le contexte politique est différent, et on voit bien les attaques sur la sécurité sociale aujourd'hui. Or, cette sécurité sociale, elle a été constituée au cours de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, jusqu'en 1944, où il y a un protocole d'accord social entre les interlocuteurs sociaux, et il y avait un consensus des interlocuteurs sociaux. Or, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, et on voit un gouvernement qui détricote progressivement tous ces acquis. Donc, on va dire les luttes sociales sont plus que jamais d'actualité. Tout à fait. Et donc, en plus ici, avec la nouvelle législation sur la limitation dans le temps de l'allocation de chômage, où certaines personnes ont cru qu'on allait juste exclure les gens qui étaient dans le système, et aujourd'hui, les gens se rendent compte que une personne qui travaille et qui est licenciée demain sera aussi soumise à cette loi de limitation de l'allocation de chômage. Même quelqu'un qui a travaillé 15 ans, 20 ans, aura droit au chômage 2 ans maximum, et puis perdra son droit d'allocation de chômage. Mais donc, on voit que toutes ces attaques du gouvernement sur le chômage, les mutuelles, etc., mettent à mal les pensions. Bien sûr, les pensions mettent à mal notre système de sécurité sociale. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire grève, je pense, et continuer à se bagarrer, mais aussi les conditions de travail, la flexibilisation du travail, etc. Et donc, tantôt tu me disais que la grève, c'est pas nouveau, c'est pas une invention syndicale, ça existe depuis très très longtemps. La grève, c'est vraiment un moment de revendication par rapport à des acquis qu'on essaye d'obtenir ou à des acquis qu'on essaye de défendre. Et justement, aujourd'hui, on est dans une situation vraiment particulière parce que la menace, elle est vraiment là. Et j'ai retrouvé dans mes archives un journal de la CSC qui s'appelait Journal du futur, et c'est Cauchemar ou réalité. Et je l'ai relu, et je me suis dit, mon Dieu, on y est. On est dans le cauchemar. Et on est dans la réalité. Ce qui avait été proposé comme un scénario un peu catastrophique de science-fiction, on est en train de le vivre. C'était quand même assez interpellant de se dire que voilà, il faut vraiment se mobiliser pour défendre ces acquis sociaux qui ont été obtenus avec tellement de lutte, d'acharnement, de défense, et qu'aujourd'hui, ça a l'air tellement simple de tout détricoter. Tout à fait, tout détricoté, surtout qu'on est devant avec un gouvernement qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas négocier, et quelque part qui ne laisse que cette issue, c'est d'aller au conflit, puisque le conflit est provoqué par quelque part le mutisme, mais aussi la surdité de ce gouvernement qui ne veut pas voir ni admettre les conséquences de sa politique sociale et économique surtout. On peut dire que la politique sociale, elle est complètement à l'eau. Et dans les travailleurs, ceux qui ont d'abord porté un lourd tribut, mais ça, depuis l'histoire du syndicalisme, en réalité, ce sont les femmes. Les premières mesures, chaque fois, vont toucher les femmes. Et puis, on se rend compte que ça touche les jeunes. Donc, les femmes, c'est parce qu'on pense que, elles n'ont pas le même salaire, donc elles ne sont pas dans la même possibilité de négocier. Les jeunes, on pense que parce qu'ils n'ont pas assez de formation, on va pas les traiter. Mais donc pour rebondir sur ce que tu disais de la grève, effectivement pour les organisations syndicales, la grève ne vient qu'après toute une série de négociations. Quoiqu'une négociation fait au moins 2 à table, aujourd'hui on se retrouve souvent tout seul. Mais donc la grève vient généralement après toute une série de négociations, et la grève est un échec en fait. C'est un échec parce qu'il n'y a pas de résultat aux discussions. Quand il n'y a pas de résultat, alors oui, on peut dire qu'on est en échec. Mais quelque part, la grève, elle n'intervient pas. Et il y a quand même des consignes fortes. La grève n'intervient que quand toutes
tentative de négociation échoue. Et ça, elle se produit à différentes étapes. Elle se pratique, cette négociation, dans différents milieux. Hein, il y a vraiment une progression. Et là, c'est quand on arrive à ne pas du tout s'entendre, que personne ne veut entendre quoi que ce soit, eh bien, alors là, il n'y a plus que la grève. Hein. Bon. Mais justement, donc, pour pouvoir éviter de faire grève, on doit discuter, on doit se positionner. Il y a des choses qui se passent au vu et au su de tous. Il y a des discussions qui se font plutôt à bureau fermé avec les politiques. Et certains nous reprochent justement cette place qu'on a avec les politiques, le poids qu'on aurait au niveau des politiques. Enfin, le poids, ça se saurait si on avait beaucoup de poids. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'attaques sur la sécurité sociale. Mais ce poids politique, ce jeu politique que les organisations syndicales vient aussi depuis leur création. Mais oui, parce que historiquement, il n'y avait aucun poids syndical, il n'y avait aucun poids politique, il n'y avait pas du tout de reconnaissance. Alors, effectivement, le fait qu'on doive intervenir dans des négociations qui concernent le monde économique, le monde social, il y a toujours une partie politique, évidemment, qui va être liée. C'est ça l'intérêt. Alors, les syndicats font de la politique, mais bien obligatoirement. Mais est-ce qu'ils ont des représentants au niveau politique? Je veux dire, est-ce qu'ils ont on va parler de groupe de pression quand on parlera des syndicats, mais il faut voir où ils peuvent exercer la pression. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait toujours des parlementaires qui puissent défendre la cause syndicale. Hein. C'est à ça, on mélange un petit peu tout. Mais c'est une force. Hein. Le syndicat est une force, une puissance, qui a son mot à dire, justement, qui a été reconnue officiellement après la Seconde Guerre mondiale, lors de la création du pacte social. Et donc si la grève est un échec puisqu'on n'a pas trouvé de solution, qu'est-ce qui a été fait avant pour ne pas arriver à cet échec? Quel est le travail du syndicat au quotidien? Que font les délégués? Que font les représentants? Pour justement éviter d'arriver à cette situation. Ah oui, parce que la grève, c'est l'étape ultime quand on essaye soit de défendre, soit de revendiquer un acquis social. Mais l'objectif du syndicat n'est pas de déclencher une grève toutes les semaines. Hein. C'est pas du tout ça la logique. La logique, justement, c'est de protéger. Ok, donc on peut dire que les organisations syndicales et le système est prévu pour, quelque part, il y ait des dialogues, pour trouver des solutions, des réponses à chacun, avec un certain réalisme, parce qu'il y a aussi des réalismes économiques qui font qu'il y a des orientations qui sont prises, et que si à un moment donné, ça malheureusement c'est quelque part invisible au regard du grand public, et malheureusement, si on n'arrive pas à trouver une solution, c'est la grève, et alors les gens ne voient que la grève et n'ont pas vu tout le travail qui a été fait en amont pour tenter d'éviter cette grève. Donc c'est aussi un peu ce qu'on vit aujourd'hui, avec toutes les discussions qu'on essaye d'avoir avec les représentants du gouvernement. On essaye d'avoir des rencontres, et devant des portes fermées ou devant quelque part une non-volonté de négocier du gouvernement malgré ce qu'ils disent. Et on le voit encore aujourd'hui avec le prix de l'énergie. C'est au moins pouvoir entendre. Quand on ferme la porte à une rencontre, là on sait que c'est déjà mort, hein, si on bloque déjà à ce niveau-là. Mais c'est pas encore pire quand on t'ouvre la porte en sachant qu'on va juste peut-être t'entendre mais rien faire de plus. Est-ce que c'est pas plus frustrant aujourd'hui, ce qui pourrait expliquer alors le fait qu'il n'y a jamais eu autant, ou en tout cas depuis très longtemps, autant de manifestations, d'actions où on réunit autant de travailleurs, à chaque fois plus de 100 000 travailleurs. Ça faisait bien longtemps qu'on était arrivé à avoir ce résultat, et pas une fois dans l'année, et ça s'est répété. Est-ce que ce n'est pas cette manière de faire, cette manière d'agir, avec un aussi grand nombre de travailleurs, est-ce que ce n'est pas une réponse au fait que le gouvernement ne veuille pas s'asseoir autour de la table pour justement trouver des solutions et en dialoguant? Mais donc voilà, ok, mais donc aujourd'hui les organisations syndicales continuent à se battre pour ces acquis sociaux, mais donc comme les organisations sont là, elles sont bien présentes, on voit qu'il y a des attaques pour les faire tomber de plus en plus, et notamment des attaques sur leur situation financière et sur le fait que les organisations syndicales planqueraient du pognon à gauche, à droite pour, faire du bénéfice sur le dos des affiliés. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Mais en réalité, le fait que le syndicat
en réalité, en Belgique, il y avait dans la Constitution un article qui concerne la liberté d'association. Et donc, normalement, on imaginait qu'un syndicat est aussi une association. Bon. Et c'était quand même attaqué, malgré le fait qu'il existait cet article dans la Constitution. Alors, autre problème, c'est qu'il y a une reconnaissance du syndicat comme association de fait. Et là, c'est l'Organisation internationale du travail qui va aussi reconnaître cet état. Mais pour ceux qui veulent contrer le syndicat, le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a en réserve? Est-ce qu'il y a un trésor de guerre? Mais bien entendu, on n'a aucune obligation de dire combien on encaisse. L'objectif du syndicalisme, mais quand on paye une cotisation, mais la cotisation, elle paye énormément de choses. Elle paye des services, dont le service juridique. Elle assure la défense des travailleurs dans ce cadre-là. Une cotisation, elle sert à plein de choses. C'est pas une somme qu'on va mettre comme oncle Picsou de côté et en attendant que ça fasse des petits. C'est pas l'objectif. Donc cette caisse de résistance, puisque c'est ça. Ça s'appelle une caisse de résistance depuis le début. On appelle ça une caisse de résistance où une partie de la cotisation, effectivement, sert à la solidarité avec les grévistes, quel que soit le secteur. Alors, ce qu'on oublie aussi, c'est que payer une cotisation, ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été possible. Et quand une action syndicale réussissait, on avait pas mal de membres. Mais quand une action syndicale échouait, eh bien, les travailleurs n'avaient plus vraiment envie parce qu'ils n'avaient pas spécialement les moyens. Alors, le fait qu'on ait réfléchi à un ensemble de services pour pouvoir aider les travailleurs dans cette cotisation, ça permet aussi d'avoir un éclairage sur le fonctionnement financier d'un syndicat. Donc la cotisation, on peut dire qu'elle a 3 objectifs. Un, effectivement, assurer, la possibilité de faire grève pour pouvoir aller chercher des acquis et défendre les conditions de travail. Une partie service juridique, service chômage, etc. Une partie mouvement, pour pouvoir notamment former les délégués qui sont sur le terrain, pouvoir assurer les élections sociales par exemple, etc. Et donc faire fonctionner les centrales professionnelles qui couvrent des secteurs et qui permettent alors aux travailleurs de défendre leurs conditions de travail. Mais donc là-dessus, effectivement, on est souvent attaqué par rapport à ce manque de transparence. Mais ce manque de transparence n'est que pour la caisse de résistance. Le reste, normalement, est au vu et au su de tous, puisque les syndicats ne fonctionnent pas en cachette. Mais donc, par rapport au chômage, ce qui est aussi reproché aux syndicats, c'est justement de faire quelque part son business avec le paiement de l'allocation de chômage. Ça donnerait du poids aux organisations syndicales qui profiteraient de largesse du gouvernement, qui les payerait très cher pour pouvoir assurer ce service. Mais qu'en est-il vraiment de ce chômage? Alors, en ce qui concerne le chômage, la situation est quand même différente parce qu'il faut avoir conscience que dans les comptes des syndicats, le chômage est une comptabilité complètement à part, avec des contrôles internes et externes, avec l'ONEM qui fait un rapport, la Cour des comptes qui fait un rapport, il y a un rapport fait au gouvernement. Donc, et ça veut dire aussi qu'on doit engager des gens pour traiter la question du chômage. Durant l'entre-deux-guerres, c'est à ce moment-là aussi que l'État va aussi un peu réagir par rapport à cette situation, même si le patronat à l'époque ne met pas un franc, ne verse rien pour financer le chômage. Mais c'est lui qui va vraiment attaquer le système en se plaignant que on faisait des chômeurs des profiteurs. Donc le principe du chômeur profiteur, il existe déjà, mais depuis extrêmement longtemps en histoire. Mais là, cette comptabilité à part, durant l'entre-deux-guerres, justement, eh bien, les syndicats étaient en train vraiment de craquer face au nombre de dossiers qu'ils devaient traiter. Parce que la situation était vraiment catastrophique. On n'avait jamais atteint un taux de chômage aussi élevé. Bon, maintenant, on est dans un taux de chômage où plus aucun gouvernement n'essayerait de dire qu'il voudrait le diminuer au point zéro. C'est structurel, c'est impossible. C'est comme on disait, le plein emploi. Plus personne ne va imaginer le plein emploi. Non. Eh bien, à ce moment-là, durant l'entre-deux-guerres, les syndicats ont vraiment dû se mobiliser parce que se défendre
Et gérer la situation de crise du chômage, ça les bloquait complètement. Alors le fait qu'on traite ça à part, comme ça, le syndicat peut vraiment reprendre sa mission de défense, de protection, mais de réflexion aussi, parce que un syndicat, c'est un interlocuteur social qui a un regard sur le monde du travail et sur la société en général et qui va pouvoir se positionner. Ce qu'on constate aujourd'hui aussi, c'est que le gouvernement amène des recettes du passé pour quelque part répondre à des défis de l'avenir, et on nous dit, enfin, on critique les organisations syndicales justement pour être trop rêveurs sans tenir compte des réalités. Ouais. Mais est-ce que ce n'est pas l'inverse? Est-ce que nous, justement, on n'a pas une vision de ce que devrait être la société et justement pouvoir continuer à bâtir cette société solidaire? En tout cas, c'est vrai que moi, ce que j'aime assez bien expliquer, c'est qu'on est aussi on a un sentiment de solidarité, qu'on puisse travailler ensemble, que le syndicat représente un ensemble. Mais on est dans une société aussi où l'individu prend de plus en plus de place. Et les gens qui pensent qu'eux, ils auront toujours un travail, qu'ils seront jamais malades, qu'ils ne seront peut-être jamais vieux. Il y a des gens qui pensent ça. Et pourquoi est-ce qu'on cotiserait à un système de solidarité? Or, ce système qui est mis en place, quelque part maintenant, on est en train de passer d'un système d'assurance, on est en train de rebasculer dans un système d'assistance. Et les personnes pensent parfois que aller au CPS, c'est bah oui, quand on n'a plus le chômage, bah, il y aura le CPS. Mais c'est le dernier filet de sécurité, mais il n'est pas automatique. Et ça, parfois, les gens n'en ont pas du tout conscience. En disant, bah, c'est pas grave, il y aura quand même quelque chose après. Non. Hein. Et alors, on revient sur l'état de besoin. Hein. On recalcule, tiens, dans une famille, quels sont les revenus de chacun. On remet en cause plein de choses. Et voilà, dans une société qui a connu quand même des périodes extrêmement glorieuses, le tout, c'est pas d'avoir une vision passéiste, hein, c'est pas ça l'objectif, mais réinventer un discours social, réinventer aussi un projet de société. C'est le moment ou jamais, hein, ce serait vraiment une opportunité. Mais voilà, si personne ne veut, si on n'a pas envie de donner du répondant de l'autre côté, bon, on peut continuer à rêver, parce que c'est vrai, hein, quelque part, le syndicalisme, c'est rêver, lutter, combattre. Rêver. Qui aurait pu rêver avoir des congés payés? Avant 1936, personne. C'était de l'utopie. Qui aurait imaginé qu'un jour il y allait avoir un règlement de travail en entreprise? Qui aurait pu imaginer qu'un jour il y allait avoir un contrat de travail? Alors, vous allez me dire qu'il y en a parfois qui font ce qu'ils veulent avec le contrat de travail, mais mettre des choses par écrit, ne pas vous faire travailler et puis vous dire qu'un jour après, finalement, je ne vais pas te donner ton salaire parce que la crise étant là, j'ai plus les mêmes moyens, donc je réduis le salaire, sans aucune négociation. Enfin, personne n'aurait pu imaginer ça. Hein. Mais non. Personne n'aurait pu imaginer ça. Et voilà, et on a quand même fait. Donc, voilà, il faut continuer à pouvoir imaginer. Et c'est pas être utopiste que de proposer des projets de société qui tiennent la route. Tout à fait. Rêver, lutter, combattre, ça c'est une super conclusion pour notre première émission de vulgarisation. J'espère qu'on aura répondu à Simbazen. N'hésite pas à remettre d'autres remarques et questions avec lesquelles on peut travailler et faire ce genre d'émission pour répondre à l'ensemble de nos affiliés. Merci à vous et certainement à bientôt. Merci Florence. Merci.